Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter la première séance dédiée à la gestion des déchets de chantier. Donc on est plusieurs à vous présenter cet atelier. Il y a Suzanne et également Muriel, et puis une intervention de Mouna chez nous. Donc l'idée, c'est de vous parler d'abord en un des règles, des chiffres, et puis aussi des risques que vous avez si vous ne gérez pas correctement vos déchets de chantier. Effectivement, dans l'atelier numéro 2 qui y aura fin juin, je serai de vous présenter des retours d'expérience de la part de nos clients avec qui nous travaillons depuis un certain temps sur ce type de métier et de collecte et de tri, notamment sur ces différents déchets de chantier. Et enfin, sûrement, on essaie aussi de faire intervenir une entreprise dédiée de collecte et de recyclage de ces fameux déchets. Alors, je vais vous partager le document. Tac, attendez. Hop, c'est pas là. Ouais, c'est fenêtre. Est-ce que tout le monde voit le document? Oui, on voit le document. Après, il n'est pas en plein écran, mais… Ah, pourtant, je l'ai mis en plein écran. Il n'est pas en plein écran chez vous? Non, enfin, en tout cas, moi, je le vois toujours en mode PowerPoint, en fait, avec les slides sur le côté et puis Alors, attendez. le slide de milieu. Hop. Attendez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ici? Est-ce que c'est mieux comme ça? Pour moi, ça va. Enfin, on voit toujours, du coup, le mode présent, enfin, le mode PowerPoint avec pas la slide en plein écran, mais c'est lisible. Je ne sais pas si les autres, ça vous va aussi. Et là? Non, ça ne change pas, c'est pareil. C'est lisible. Ok. Ok, ça marche. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc, en 1, on va voir les chiffres et la définition liée à la gestion des déchets de chantier. En 2, on abordera le cadre réglementaire, quelles évolutions sont en cours, surtout en ce moment avec le projet de REP dédié. En 3, que deviennent les déchets de chantier? Et en 4, après, des annexes. Donc, vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. En revanche, je veux bien que vous parliez parce que du coup, je ne vois plus l'écran dédié au partage Zoom. Donc, les chiffres et les différentes définitions liées… Ça défile pas, hein, le PowerPoint, vous le défilez pas. Là, on est toujours sur la présentation à la première page. Vous avez évoqué le sommaire, je crois. Attendez, je recommence. Du coup, je recommence parce que pas je de problème. comprends pas pourquoi je Est-ce que ça fonctionne là? Est-ce que vous voyez là le sommaire? Voilà, ça déroule. Oui, ça déroule. Ok, génial. Ok. Ok, donc les chiffres et la définition. Alors, donc un état des lieux sur les déchets du bâtiment et les déchets des travaux publics, autrement dit les déchets de chantier. Aujourd'hui, les déchets du BTP, ça vient de deux possibilités, soit sous forme de maîtrise d'ouvrage public, donc tout ce qui est la gestion des travaux au niveau de l'État et des collectivités locales, ou bien du privé, donc tout ce qui est entreprise et évidemment citoyen, donc particulier. La gestion de ces déchets varie selon de plusieurs critères, hein, finalement, soit le type de bâtiment, soit la nature des déchets, soit le personnel sur le chantier et évidemment le lieu du chantier. Aujourd'hui, vous avez différents types de déchets de chantier issus en 1 de la démolition pour 51%, en 2 de la réhabilitation, donc rénovation ou refurbishment, notamment lié dans le retail, à hauteur de 36%, et enfin 13% à hauteur des constructions neuves. On a mis quelques chiffres assez importants et intéressants, en tout cas impactants. Alors, c'est plus du marketing, mais c'est toujours intéressant de les avoir. Le recyclage de la ferraille en France et des métaux, ça représente 1200 tours Eiffel par an. Le volume des résidus de peinture jetés, pareil, chaque année, c'est l'équivalent de 59 000 tonnes, donc c'est vraiment conséquent. Et enfin, une tonne de plastique recyclé permet d'économiser 700 kg de pétrole. Et donc, vous allez le voir en fait dans les déchets suivants, on produit beaucoup de ces déchets, notamment dans les déchets de chantier. Quel est le volume aujourd'hui des déchets de chantier par rapport aux autres déchets produits en France?
Donc aujourd'hui, le déchet de chantier, ça représente 70% du volume total des déchets en France. Autrement dit, 231,3 millions de tonnes. Et dans ces 231,3 millions de tonnes, vous avez 185,3 millions de tonnes liées aux déchets des travaux publics et 46 millions de tonnes liées aux déchets du bâtiment. À titre comparable, les déchets des activités économiques, les déchets des collectivités et les déchets des ménages, c'est 62,5 millions de tonnes, 3,8 millions de tonnes et 30 millions de tonnes. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de la part du gouvernement, et on va vous en parler dans les slides suivantes, sur comment faire pour mieux maîtriser les déchets de chantier, pour limiter les dépôts sauvages, puisqu'on en voit de plus en plus, et vous l'avez bien remarqué vous-même tous quand vous roulez en France, on voit de plus en plus de déchets de chantier sur le bord des routes et des autoroutes, et comment pouvoir également imposer en fait un meilleur tri et une meilleure collecte. Donc, les déchets de travaux publics, c'est évidemment issu des travaux d'infrastructure, routes, tunnels, canalisations, et puis d'ouvrages d'art comme les ponts, les barrages, les pistes d'aéroports. Et puis les déchets des bâtiments, c'est ce que vous connaissez, c'est issu des différents bâtiments, immeubles, maisons, etc. Et magasins, évidemment. 3 types de déchets de chantier. Le premier, c'est le déchet inerte. C'est celui qui représente le plus gros volume, 76%. Les déchets inertes, c'est un peu particulier parce que ça ne crée absolument aucune valorisation. Donc, ça ne se décompose pas, ça ne brûle pas, ça ne produit aucune réaction physique, chimique ou biologique nuisant à la santé ou à l'environnement. Et il n'y a pas de valorisation énergétique au sens propre du terme. En revanche, on peut les réemployer très facilement. Donc, tout ce qui est gravat et terre non polluée, béton, briques, tuiles et céramique. Les déchets non dangereux, non inertes, c'est l'équivalent de 21% du volume global des déchets de chantier aujourd'hui. Donc, c'est finalement considéré comme du DIB, du déchet industriel banal. Ils peuvent avoir une réaction physique, chimique ou biologique, mais ils ne nuisent pas gravement à la santé et à l'environnement. Alors évidemment, quand on dit que ça ne nuit pas gravement à la santé ou à l'environnement, c'est parce que vous allez voir après sur la catégorie suivante qu'il y a une différence avec les fameux déchets dangereux qui, eux, demandent à avoir un vrai suivi, un bordereau de suivi de déchets et une traçabilité. Et donc, les déchets non dangereux, non inertes, ces fameux 21% du volume, il y a un recyclage qui est peu développé, donc ça concerne les bois bruts et le bois transformé. Donc, dans le jargon, on appelle ça le bois A et le bois B, le carton, les métaux, les plastiques. Et en fait, ces déchets-là sont souvent souillés. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, un bon déchet est un déchet propre et sec pour pouvoir le recycler au mieux. Mais ces déchets de chantier-là sont souvent souillés. Il y a souvent de la peinture, de la graisse, il y a souvent de l'humidité, malheureusement. Donc, c'est pour ça nous, en tout cas, chez Seripack, on essaye d'accompagner les entreprises qui mettent en place du tri et de la collecte pour les déchets de chantier pour essayer d'éviter de souiller ces fameux types de déchets. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les déchets dangereux. Donc, ça représente 3%. On appelait ça anciennement des DIS. Maintenant, on appelle ça des DID. Ils contiennent des substances classées comme dangereuses pour l'environnement ou la santé. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une traçabilité obligatoire à avoir. Chaque prestataire traitant vos déchets ont l'obligation de vous proposer un bordereau de suivi de déchets, donc jusqu'à destruction du déchet. Et à partir de janvier 2022, vous aurez l'obligation de passer par track déchets. Donc, ça concerne les peintures, l'aérosol, l'amiante, les néons et les ampoules et le D3E. Concernant track déchets, je vais faire intervenir Mouna chez nous qui travaille sur ce projet. Mouna, pour vous expliquer un peu comment fonctionne track déchets en France et comment nous, on le met en place. Et après, je récupère la place. Bonjour à tous. Donc, juste pour vous donner quelques éléments sur track déchets. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui a été créée par le gouvernement pour assurer un suivi et une traçabilité des déchets dangereux pour apporter plus de transparence dans ce domaine-là qui, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas très transparent. Il y a beaucoup d'opacité. On ne sait pas où vont vraiment les déchets dangereux et notamment pour faciliter aux producteurs de déchets d'avoir un suivi
et de déterminer le devenir de ces déchets dangereux jusqu'à la destruction. Donc, il faut savoir aujourd'hui, quand on parle déchets dangereux, on ne parle pas seulement des batteries ou des emballages souillés, on parle aussi des aérosols, des piles, vos D3E, quand vous faites des travaux dans les magasins, dans les points de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation d'utiliser cette plateforme du gouvernement. Et elle est opérationnelle aujourd'hui, mais elle sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Et nous, chez Servipack, on travaille là-dessus avec tous nos partenaires et prestataires de gestion de déchets dangereux et nos clients, et avec Track Déchets parce qu'on est partenaire officiel de la plateforme. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas pour la gestion des déchets dangereux et dans la traçabilité de ce gisement de déchets. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à Track Déchets à nous les transmettre et on sera en mesure de vous répondre. Merci beaucoup. J'ai une petite question sur Track Déchets. Du coup, les informations qui seront dedans, c'est la même chose que ce qu'il y a dans les bordereaux de suivi ou est-ce qu'il y a des informations différentes? C'est vraiment un bordereau de suivi dématérialisé, digital. Et ce qui se rajoute au BSD, c'est que le client, sur sa plateforme, sur son compte, il peut voir en temps réel l'évolution de la signature de la signature du BSD. Donc, il voit et la destruction. Donc, il voit que le prestat, il a signé, que l'exutoire, que son déchet est bien arrivé à l'exutoire, et le mode de traitement final, ce qui est très, très important pour savoir si les bidons d'huile, ils sont recyclés ou ils sont partis en valo énergétique. Voilà. Exactement. En fait, le gouvernement est parti du principe que les bordereaux de suivi de déchets, même s'ils sont obligatoires aujourd'hui, sont souvent sous forme de papier. Donc vous, en tant que client, comme vous êtes aujourd'hui producteur, pollueur, vous avez l'obligation de détruire ou de transformer votre déchet dangereux vraiment jusqu'à l'exutoire final, comme l'a dit Mouna. Et aujourd'hui, le papier, vous n'avez pas forcément un suivi très intéressant. Les industriels de la collecte et du traitement des déchets vous font pas forcément suivre les documents, etc. Et donc, le gouvernement a décidé véritablement de dématérialiser pour avoir un suivi jusqu'à cette fameuse destruction finale. Donc, ça permet simplement d'avoir vraiment une traçabilité plus pointue et plus efficace. Ensuite, 2 modes de collecte par rapport à vos différents types de déchets. Vous avez un premier mode de collecte qui est in situ. Excusez-moi, juste Track Déchets, excusez-moi, j'ai la voix cassée, hein, je suis navré. Moi, je suis maître d'ouvrage. Est-ce que ça sera au maître d'ouvrage Oui. Ok, de vérifier que selon le mode si je passe par un contractant général. Si vous êtes maître d'ouvrage, si vous passez par un contractant qui a lui-même un chef de chantier, ce sera le chef de chantier in fine qui suivra en fait et qui signera le bordereau suivi déchets sur Track Déchets. En fait, si vous voulez, ça a été le gros sujet nous quand on a échangé avec Track Déchets. C'est quel est le signataire finalement du document. Et le signataire du document, c'est le responsable du chantier in situ, celui qui est vraiment sur place. En revanche, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous devez imposer dans votre cahier des charges, l'obligation de signature du BSD, notamment sur Track Déchets, pour tous les chantiers gérés par votre contractant ou votre maître d'œuvre. Ok. Exactement. Merci. Pas de problème, avec plaisir. Donc, 2 modes de collecte. Le premier, c'est in situ sur le chantier. Donc, on met en place tout simplement un dispositif de tri avec des contenants. Et ensuite, vous avez donc un collecteur ou plusieurs collecteurs avec différents industriels du recyclage et du traitement de déchets qui viennent récupérer vos différents types de déchets. Donc, c'est à peu près 80% des tonnages actuels aujourd'hui. Et ça concerne surtout les chantiers de grande taille, moyenne et grande taille. Ou ensuite, vous avez donc deuxième possibilité en apport volontaire. C'est-à-dire que vous allez déposer vos déchets en déchetterie, publique ou professionnelle,
ou directement auprès des fabricants. Ça peut arriver aussi qu'il y ait de la reverse, notamment quand il y a la livraison de matériel. Et donc, il appartient à l'artisan ou à l'entreprise d'acheminer ces déchets jusqu'au point de regroupement. Donc, ça concerne aujourd'hui 20% des tonnages. C'est plutôt les chantiers de petite taille. Ça peut arriver que ce soit le cas sur notamment des magasins. En revanche, aujourd'hui, il y a un vrai souci de déficit de déchetterie. Et c'est pour ça que le gouvernement réfléchit justement à cette fameuse REP, donc responsabilité élargie du producteur, en créant une véritable législation autour de tout cela pour que ce soit plus facile pour tout le monde. On va vous en parler sur les slides suivants. Donc, en deux, le cadre réglementaire. Quelles évolutions aujourd'hui quelles évolutions sont prévues aujourd'hui sur la législation? Et donc, pour cela, je laisse la parole à Muriel, chez nous, qui a travaillé sur le dossier. Juste avant que Muriel attaque cette partie réglementaire, sachez que dans l'atelier numéro 2, au-delà de vous présenter des retours d'expérience et des questionnements de la part de nos clients, et également de faire intervenir idéalement un prestataire industriel qui travaille avec nous, nous vous présenterons aussi des exemples de dispositifs liés aux déchets pour des magasins de petite, moyenne et grande taille. Alors, bonjour à tous. On va vous parler maintenant du cadre réglementaire pour le secteur du BTP. Alors d'abord, il faut savoir que c'est un secteur qui est très réglementé, du fait qu'il y ait des déchets qui sont considérés comme dangereux, comme on vous l'a mentionné, aussi du fait que ce soit un tonnage qui est très important dans ce type de déchets. Donc d'abord, un état des lieux. Donc, qui est concerné par cette réglementation, c'est toute personne qui produit ou détient des déchets, qui est tenue d'en assurer et d'en faire assurer l'élimination. Donc, cette réglementation, elle concerne que ce soit les maîtres d'ouvrage ou bien les entreprises qui lancent ce genre de travaux. Les textes qui sont à retenir aujourd'hui sont la loi cadre, donc, qui précise que le producteur et les détenteurs d'un déchet est responsable de son élimination dans des conditions n'impactant pas la santé et l'environnement. Ensuite, en 2018, on a eu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a repris les informations de la directive européenne et qui impose donc le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets du BTP à hauteur donc de 70% en poids. Et ensuite, on a aussi le Code de l'environnement qui précise que le producteur est responsable de son déchet jusqu'à son élimination. Donc, on voit que toutes ces réglementations, elles vont dans le sens de responsabiliser les personnes qui produisent les déchets. Et on va en parler ensuite, mais la REP, c'est vraiment donc la matérialisation de cette volonté de responsabiliser les producteurs. Et donc, il y a plusieurs interdictions, bien sûr, qu'il faut noter. Brûler ces déchets est interdit. Les dépôts sauvages sont également interdits. Mélanger ces déchets, surtout les déchets dangereux, est totalement interdit et peuvent avoir des risques, bien sûr, sur l'environnement, parce qu'on sait que dans les déchets dangereux, il y a plusieurs réactions chimiques qui peuvent se réaliser. Et ensuite, déverser ces déchets dangereux liquides sur les sols ou bien dans les eaux est interdit. Donc, ces interdictions sont réglementées. Donc, il y a des sanctions qui sont encourues par les entreprises qui sont de 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Donc, ensuite, on va passer à une réglementation plus ciblée par rapport à la typologie de chaque déchet. Donc, il faut savoir que pour les déchets inertes non dangereux, donc les professionnels ont une obligation de stockage puis de valorisation. Savoir que le processus de valorisation peut être assuré par l'entreprise elle-même ou bien par une délégation par contrat à des professionnels du traitement et de la valorisation de ce déchet. Le stockage donc, sur un emplacement plat et goudronné, et les responsables doivent être orientés vers des professionnels
qui peuvent éliminer ces déchets et les faire passer, soit les éliminer ou les faire passer dans des chaînes de recyclage. Il faut savoir également que pour ces déchets, il n'y a pas d'obligation de tri, même si la loi encourage fortement ce tri. Et il faut savoir que trier à la source permet de réduire, ou faire trier, hein, c'est l'un ou l'autre, permet de réduire donc les coûts d'élimination et également d'envoyer ce type de déchets dans des filières qui peuvent traiter les déchets qui n'ont pas en mélange et qui permet donc de ne pas passer par un centre de tri. Donc cette obligation de stockage et de valorisation peut être sanctionnée donc si elle n'est pas respectée, donc à hauteur pareil de 75 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Donc ensuite au niveau des déchets non inertes, non dangereux, il faut savoir que c'est un type de déchet qui aujourd'hui n'est pas très réglementé, à part sur les déchets d'emballage. Donc les déchets d'emballage qui sont générés sur un chantier, ça représente les déchets des 5 flux. Donc ça peut être le bois, le carton, le plastique, le métal et le dernier, et le verre. Et donc, ces types de déchets doivent être valorisés par réemploi au recyclage, toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie, donc par valorisation matière énergétique. Et donc, il faut savoir également que les entreprises, comme j'ai dit précédemment pour les déchets inertes, peuvent procéder soit elles-mêmes à la valorisation ou bien céder ce genre de pratique à un exploitant qualifié. Et donc, toutes ces, faut que ce soit de la collecte, le traitement, la valorisation, tout cela doit être suivi donc, par un registre déchets de leurs transactions. Et il faut savoir que les entreprises qui sont concernées, c'est celles qui produisent plus de 1100 litres d'emballage par semaine, donc ce qui ne représente pas une quantité très énorme. Donc, la plupart des chantiers sont concernés par cette mesure. 1100 litres, c'est l'équivalent d'un bac 4 roues que vous pouvez avoir en bas de chez vous. Aujourd'hui, les collectivités traitent vos déchets soit en bac 2 roues, donc ce sont souvent des 340 litres, ou bien en bac 4 roues, bac vert ou que vous pouvez avoir en bas de chez vous. Et là, c'est en général entre 1000 et 1500 litres. Donc ensuite, au niveau du trait de la valorisation de ce type de déchets, donc les déchets d'emballage, il faut savoir que le secteur du BTP est également concerné par la réglementation 5 flux. Donc c'est-à-dire qu'il faut organiser une collecte séparée de ce type de déchets. Et également, cette fois, reprécise que les distributeurs de matériaux, produits et équipements sont concernés et doivent assurer la reprise des déchets. Donc, il y a également des sanctions que vous pouvez lire, donc 2 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, et également des sanctions administratives qui peuvent vous concerner. Et donc, pour ce type de déchets, toujours, le tri à la source n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'il est vivement recommandé. On voit que les lois vont vers une augmentation de la TGAP, donc la taxe générale pour les activités polluantes. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une volonté d'inciter les producteurs à trier leurs déchets à la source pour éviter de payer encore plus de taxes, donc taxes qui augmentent très rapidement. Et je rebondis sur ce que dit Muriel. Pourquoi Muriel vous dit qu'on vous incite à trier vos déchets de chantier, puisque, comme on l'explique souvent à nos clients, aujourd'hui le DIB, le déchet industriel banal, autrement dit vos déchets en mélange, coûtent de plus en plus cher. Le gouvernement a réduit ses capacités d'enfouissement et les capacités d'enfouissement et d'incinération de la part des industriels, donc des Veolia, des Suez et Paprec, qui détiennent aujourd'hui près de 75% des exutoires, pour les inciter à investir massivement dans leurs centres de tri à des fins de recyclage. Et donc, les coûts ont augmenté, il y a de plus en plus de taxes imposées par le gouvernement. Et donc, en mettant en place ce tri, vous allez avoir un DIB qui va être réduit et donc un coût de traitement qui va être différent.
le coût de traitement du carton aujourd'hui, vous avez en fait essentiellement des coûts de frais de mise en balle, et ensuite vous avez les conditions de rachat matière, donc c'est plutôt intéressant de le trier. Le bois, vous avez un coût de traitement qui est bien moins élevé que le DIB, le plastique, le verre et le reste également. Donc c'est pour ça qu'on vous incite à trier au maximum. Après, évidemment, il faudra prendre en compte le coût de location des contenants et puis multiplier le nombre de rotations. Et donc, également, il faut noter que les autres types de déchets qui ne sont pas des emballages, donc des 5 flux, il n'y a pas d'obligation de recyclage et de tri, mais c'est également fortement encouragé pour les raisons qu'a exprimé François. Ensuite, pour les déchets dangereux, donc il y a une réglementation qui est encore plus poussée par le fait que ce soit des déchets qui peuvent être dangereux pour la santé ou bien pour l'environnement. Il faut savoir que le mélange des déchets dangereux est interdit du fait qu'il peut y avoir des réactions chimiques entre ce type de déchets. Il faut que ces déchets ne rentrent pas en contact avec les autres types de déchets, donc soit les inertes ou bien les non inertes. Sinon, ce sont des déchets pareils qui peuvent entraîner des réactions chimiques dangereuses. Pour que ce soit de la collecte, du traitement jusqu'à l'élimination, il y a un suivi très rigoureux. Donc, au niveau de la collecte, il faut faire appel à un convoyeur qui respecte l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses. Et je rebondis sur ce que dit Muriel. Donc là, aujourd'hui, si vous avez une entreprise dédiée à vos déchets dangereux, vous avez l'obligation de leur demander leur ADR, leur agrément ADR. C'est véritablement important puisque en cas de contrôle, si c'était un faux agrément ou un mauvais agrément ou en tout cas qui n'était pas à jour, eh bien c'est de votre faute. C'est à vous de vérifier cet agrément. Vous êtes responsable du choix de vos prestataires. Et donc ensuite, comme l'a dit François, donc pour la collecte, il faut s'assurer que l'ADR est bien signé. Ensuite, pour l'élimination, il faut également faire appel à une entreprise spécialisée et agréée, donc faire toutes les vérifications nécessaires. Ensuite, ne pas se trouver en porte-à-faux. Et donc, qui fait partie des ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, tout cela est tracé. Donc, il y a des obligations, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir des bordereaux suivis des déchets, donc qui garantissent que les déchets dangereux ont été pris en charge et qu'ils ont bien été traités dans des conditions qui respectent la réglementation. Donc, on a fait un petit focus sur les déchets d'amiante, qui sont des déchets encore plus spécifiques que les autres déchets dangereux. Donc, de la même façon, la collecte par transport doit être assurée par un ADR, mais ces déchets doivent en plus être transportés, déplacés dans des conditions qui évitent l'envol de l'amiante. Et il faut savoir également que ça doit être placé donc, dans un emballage supplémentaire et ça doit être muni d'un scellé numéroté qui est spécifique à l'amiante et qui est numéro 9, il me semble. Et si vous ne respectez pas cela, c'est aussi sous peine de sanction, donc 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc ensuite, une réglementation donc, très spécifique qui a été mise en place également pour le BTP et donc qui est intégrée dans la loi AGEC. Donc on en avait un peu parlé justement dans le premier atelier. Donc là, on fait un petit rappel sur les lois, les lois qui concernent le BTP et qui sont présentes dans la loi AGEC. Donc, il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, il y a la réforme du diagnostic déchets des bâtiments. Ensuite, il y a également la sortie du statut de déchets des déchets du bâtiment, qui permet de favoriser donc, les réemplois de ce type de déchets. Ensuite, le 1er janvier 2022, la loi impose aux maîtres d'ouvrage plus de traçabilité dans l'après-vie des déchets de chantier.
Au niveau des moyens mis en place, c'est des choses qui sont bien sûr en cours de discussion et à définir. Donc, c'est une discussion qui sont entre les pouvoirs publics, entre les associations et les entreprises concernées par ce secteur, et aussi des instituts comme l'ADEME qui participent beaucoup donc à la mise en place de ces moyens. Donc, au 1er janvier, il y a aussi les devis pour les travaux donc, qui devront mentionner les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets. Et ensuite, donc là, c'est un peu la grande mesure. C'est donc au 1er janvier également l'extension de la filière REP aux produits ou matériaux de construction du bâtiment. Donc, on va y revenir juste après. Et également, pour inciter au tri à la source, la reprise gratuite des déchets des professionnels du bâtiment par les déchetteries. Donc, au niveau de la filière REP, faut savoir que c'est une filière qui, comme je l'ai dit, est en cours de définition et que l'ADEME notamment mène des discussions avec les entreprises et les pouvoirs publics pour permettre de bien définir donc, les grands pans de la REP. Donc, il faut savoir que l'un des objectifs, c'est développer donc, le maillage de points de reprise. Donc, que ce soit dans des déchetteries publiques ou professionnelles ou sur les points de vente distributeurs pour les déchets inertes. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir un maillage complet sur l'ensemble du territoire qui permettra aux entreprises ensuite d'amener leurs déchets plus facilement et de les inciter à les amener dans les déchetteries. Il faut savoir également que le projet, c'est aussi de déterminer au mieux les modalités de la reprise sans frais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fera l'objet d'une collecte séparée. Et donc, l'objectif, qui est plus un objectif de trajectoire jusqu'à 2027, mais qui n'est pas un objectif pour l'instant réglementaire, c'est vraiment une étude qui a été faite sur les lignes directrices par l'ADEME. C'est 77% de taux de collecte séparée d'ici 2027, sachant qu'aujourd'hui, on est à 60%. Ensuite, le but, c'est également de renforcer la traçabilité des déchets, donc augmenter les contrôles et les vérifications. Et il y a également un projet d'élaboration d'un reporting donc, qui permettrait de mieux suivre le devenir de ces déchets et de permettre de mieux suivre également le suivi quantitatif, d'avoir des données plus précises. Ensuite, il y a un objectif de réemploi. Il faut savoir que le réemploi aujourd'hui est très peu développé. Et vraiment, dans un premier temps, ce serait de la sensibilisation des équipes sur place, des maîtres d'ouvrage et toutes les personnes qui sont parties prenantes dans le BTP. Donc, développer aussi le recyclage et la valorisation des déchets. Savoir qu'il y a beaucoup de standards qui ne sont pas définis, que ce soit le degré de pureté de ce type de déchets lors de sa reprise, la caractérisation des flux. Et donc, il y a des buts, des chiffres qui ont été évoqués, comme 55% de taux de recyclage en 2027 pour les déchets inertes, 30% pour les non inertes. Après, c'est des choses qui sont en étude et donc l'objectif, on voit, c'est quand même d'avoir une accélération sous 6 ans qui est assez rapide. Et bien sûr, développer donc l'éco-conception. Donc, toutes les filières REP sont soumises à l'éco-modulation, donc ce qui permet d'avoir des bonus-malus en fonction des critères environnementaux, de la gestion de vos différents types de déchets. Oui, exactement. Et donc, que ce soit sur la quantité de matières utilisées, l'incorporation de matières recyclées, la durabilité, c'est des choses qui sont favorisées et donc qui vont permettre de réduire les coûts. Et donc, comment anticiper donc, ces nouvelles mesures? Donc, tout d'abord, il faut améliorer le tri sélectif à la source dans les chantiers.
Donc, les nouveaux objectifs fixés par la loi donc, permettent d'améliorer, favorisent l'amélioration des dispositifs de tri à la source. Donc, pour les non-minaires, comme on l'a dit, il y a une obligation donc, qui est passée depuis 2020. Et donc, il faut absolument se mettre en conformité sur le tri à la source des déchets non inertes. Et également, il faut anticiper donc, la REP qui arrive en s'entourant de personnes qualifiées pour trouver des filières de recyclage ou de réemploi. Et donc, comme on l'a dit, améliorer le tri sur les chantiers. Et donc, par exemple, une première piste, ça pourrait être, comme on l'a cité donc, dans les lois de 2021, de mettre en place les nouveaux diagnostics ressources, donc décrits par la loi AGEC. Exactement. Je rebondis sur ce que dit Muriel. Donc, les pistes, effectivement, pour améliorer ce fameux tri sur vos chantiers, peut-être sur la mise en place de caractérisation de vos premières bennes, par exemple les 2 premiers jours, ou bien à chaque étape de votre chantier dédié, afin de pouvoir après mettre en place le bon système de tri. Donc, nous, c'est ce qu'on fait sur certains des chantiers de nos clients. Le premier jour, quand on est sur une phase de démolition, eh bien, on met en place une caractérisation de la première benne et ensuite, on essaye de mettre en place le second ou troisième jour 2, 3, 4 bennes différentes en fonction des gisements identifiés et ainsi de suite en fonction du chantier et en fonction des différentes étapes du chantier. Ce qui nous permet d'améliorer le tri, ce qui nous permet de diminuer ce fameux DIB, les déchets industriels banals qui coûtent cher, et également les gravats, et enfin de pouvoir apporter une solution plus pérenne pour nos clients. En 3, donc que deviennent les déchets de chantier? Donc là, je fais intervenir Suzanne chez nous, qui a travaillé également sur cet atelier et qui va vous expliquer un petit peu les différents schémas de valorisation des différents déchets. Tout à fait. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que maintenant que vous avez bien en tête les chiffres, la réglementation et les enjeux, de voir un petit peu l'analyse des cycles de vie des différents déchets. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Et sinon, on prendra un temps d'échange à la fin. Pour le reste. Moi, j'avais une question sur les filières REP. Est-ce qu'on connaît déjà le montant de l'éco-contribution et du coup, de combien est-ce que ça va augmenter le coût des matériaux? Alors, pour l'instant, on n'a aucun montant puisque rien n'a été finalisé. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une augmentation des coûts de matériaux puisqu'effectivement, ce sera une contribution liée à cela. Mais aujourd'hui, on n'a véritablement aucun pourcentage, aucune donnée chiffrée qui ont été transmises. C'est encore en discussion. Il y a 2 sujets en fait par rapport à cette fameuse REP. Le premier sujet, c'est que le gouvernement, à partir du moment où ils mettent en place cette REP-là, a l'obligation de mettre en place des déchetteries assez conséquentes, même immenses, pour que les déchets de chantier puissent être acheminés. Et donc pour cela, il y a un montant d'investissement qui est très très important. Et ils sont en train de le définir en ce moment avec les industriels. C'est toujours pareil, ils vont sous-traiter ce type de gestion à du Veolia, du Suez, du Paprec ou des très gros indépendants qui auront les moyens d'investir concomitamment avec eux. Ensuite, le deuxième sujet de cette fameuse REP, c'est qu'ils aimeraient imposer aux distributeurs de matériaux, donc sans rentrer précisément dans le détail, mais on parle du Leroy Merlin, de Castorama, Brico Dépôt, etc. Ils aimeraient que ces distributeurs-là puissent mettre en place un genre de déchetterie ouvert sur les emplacements de leurs magasins pour que leurs clients puissent revenir avec leurs déchets. Et aujourd'hui, ces entreprises-là se battent un peu contre cette loi parce que ça veut dire qu'ils vont devoir immobiliser une partie de leur terrain, de leur parking ou autre à des fins de gestion de cette déchetterie. Et aujourd'hui, comme ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas leur métier de devenir un gestionnaire de déchetterie. Et en plus, voilà, malheureusement, ça réduit en fait leur capacité de vente et ou de place de parking. Donc, c'est une très grosse discussion actuelle entre les industriels du recyclage, entre les collecteurs, entre les émetteurs sur le marché qui est en cours. Et c'est pour ça que rien n'est décidé. Ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est ça, on a un cadre réglementaire avec la loi AGEC qui est aussi assez récente de 2020
et après qui va des retours lorsqu'on aura de plus amples informations. C'est ça. En fait, en général, quand la loi est votée, on envoie une newsletter à tous nos clients et également on l'envoie au Club Génération Responsable pour justement expliquer les tenants et aboutissants de cette nouvelle loi liée aux différents types de déchets. Ok, merci. Alors, j'avais juste une autre petite question. J'ai vu que dans la réglementation, il était possible pour les producteurs de déchets de chantier d'apporter en apport volontaire dans les déchetteries les différents déchets s'ils étaient triés. Mais de quel volume est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est du coup pour tout type de chantier ou alors c'est plutôt du coup des petits chantiers pour des petits volumes? Non, c'est plutôt des petits chantiers pour des petits volumes. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Les déchetteries, alors chaque déchetterie a une autorisation, donne une autorisation d'accès en fonction du type de déchet et du volume dédié. Donc, tout est visible sur leurs différents sites internet ou sur l'outil descriptif quand vous arrivez sur place. Mais elles peuvent se donner le droit de vous refuser si vous venez avec un semi-remorque rempli de différents déchets, parce que justement, vous allez malheureusement remplir en fait toutes leurs alvéoles d'un coup. Donc, elles peuvent se donner le droit de vous refuser. Ce qu'il faut à chaque fois, c'est qu'à partir du moment où vous fonctionnez avec un système d'apport volontaire, il faut vérifier que la déchetterie soit d'accord en fonction du type de déchet que vous avez produit, ou en tout cas que vous amenez, que vous acheminez, et également d'une estimation du volume par gisement. Ok, super, merci beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'il y a à peu près plus de 400 typologies différentes de déchets de chantier, que ce soit des déchets inertes, non dangereux ou dangereux. Donc, c'est énorme. Il y a plusieurs moyens de les traiter et on va s'y pencher ensemble. Sur les principaux flux, évidemment. Bien sûr. Sinon, on passe toute l'après-midi ensemble. Alors, donc les déchets de chantier, voilà, comme à peu près tout cycle de déchets, il y a cette idée donc, de stocker sur site. Comme l'a souligné Muriel, les constructeurs ont l'obligation de stocker les déchets qu'ils produisent. Après, on vient collecter et on vient après dans des installations données pour concasser, ou alors on réemploie directement dans des carrières, sur des routes, etc. Car effectivement, je vous rappelle, les déchets inertes, c'est tout ce qui est terre, briques, béton. Donc, ces déchets-là, il ne faut pas du tout les enfouir. Au contraire, ils sont très, très bien valorisables et valorisés. Aujourd'hui, on est sur de 70 à 76% de déchets valorisés, donc c'est très, très important. Pour vous remettre un petit peu en tête la hiérarchie des modes de traitement, vous privilégiez toujours le réemploi à la réutilisation directe, donc sans retransformer le produit. Donc, comme c'est souligné, on peut directement le faire sur chantier en l'utilisant comme remblai. Après, il y a plusieurs filières de recyclage. On va venir produire du gravat. Le béton se décompose en gravat. Et donc, deux types de valorisation. On a, donc, vous devez l'avoir en tête, on le répète à chaque fois, la valorisation matière. On vient retransformer la matière pour la réutiliser, ou la valorisation énergétique, qui est impossible sur ce type de déchets, qui, comme on l'a souligné, ne brûle pas et dégage aucun gaz lorsqu'il est enfoui. Donc, un déchet très, très bien valorisé à hauteur donc, de plus de 70%. Et c'est très, très mis en avant par l'ensemble des fédérations autour du bâtiment. On prend vraiment cet exemple comme donnée clé pour le recyclage des déchets de chantier. On va bien rentrer en détail quand même sur le pourcentage. Ouais, bon alors pour vous refaire un petit focus pourcentage, vous les avez. 5% du gisement qui est réemployé directement, 33% et qui est recyclé, voilà, qui est reconcassé. Vas-y, excuse-moi. Ouais, pas de souci. 38% qu'on remet comme remblai dans les carrières pour venir rouler. On peut aussi l'utiliser comme sous-couche pour faire les routes. Voilà, c'est du gravier, ça se réutilise très bien. Dans l'idée de réutiliser à proximité parce que c'est des déchets assez lourds, donc on ne va pas aller envoyer son béton à l'autre bout de la France. Et puis après, effectivement, un pourcentage qui malgré tout passe dans les installations de déchets inertes à hauteur de 23% qu'on va venir essayer d'aller capter par différents leviers. Donc ça, voilà, ça vient d'une source de l'ADEME qui réfléchit à l'application de la loi AGEC et qui convoque différents acteurs pour avoir des chiffres pertinents et des décrets qui réunissent le maximum d'acteurs. Alors, un petit focus donc, sur les déchets non dangereux, non inertes. Donc, on l'a souligné là, c'est le déchet où il y a vraiment le plus d'enjeux.
On est à peu près sur 20% des déchets des chantiers total, mais c'est là où on a les plus mauvais pourcentages de valorisation et de tri sur site. Donc, pour vous redonner le cycle, on stocke une fois de plus sur le site, on vient collecter. Et alors aujourd'hui, ce qui se passe dans la plupart des cas sur les déchets de chantier, c'est que c'est retrié dans des centres de traitement. Voilà, donc c'est pas la solution idéale, ça coûte de l'argent, ça remet des collectes et des chaînes supplémentaires dans le processus de valorisation et traitement du déchet. Et voilà, ça reste une solution moindre. Donc, si vous y avez recours, l'idée c'est quand même de ne pas mélanger trop de flux dans une seule benne. On va aller mettre du carton et un petit peu de bois par exemple. Voilà, l'idéal étant de mettre plusieurs contenants avec à chaque fois des typologies de flux différents. Après, on connaît vos problématiques, elles sont en termes de temps, de place aussi. Donc, ça reste un moindre mal. Les déchets valorisés sont envoyés vers les bonnes filières et remis dans le processus de fabrication et d'industrialisation. Et il y aura forcément, et ça on le retrouve partout, des déchets non valorisables. Donc, les DIB, des déchets industriels banals, qui, comme le soulignait François, iront en enfouissement ou en incinération. Et malgré tout, on essaie quand même de privilégier, et c'est ce qu'il ne faut pas faire avec les déchets inertes, les déchets qui sont susceptibles de produire de l'énergie à l'issue de ce processus. Donc voilà, forcément, on retrouvera, et comme partout, ce type de matière sur tout le chantier, mais on essaye de diminuer sa proportion et de bien sensibiliser les équipes à ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il existe plusieurs moyens de recycler et de valoriser les déchets non dangereux, non inertes. On est sur des pourcentages assez faibles, hormis le bois et le métaux. Le métaux, aujourd'hui, on est sur à peu près 90% de valorisation sur l'ensemble des chantiers, donc c'est très, très intéressant. Alors ça tient aussi au fait que les métaux sont rachetés, donc forcément, les entreprises voient plus l'intérêt à le trier sur site. Le bois, également, donc très, très bien, assez bien valorisé dans la filière du BTP à 70%, avec une valorisation matière, donc on vient retransformer directement la matière sur 41% des flux et 36% en valorisation énergétique, donc je rappelle incinération ou enfouissement. Je fais un petit laïus là-dessus. Le bois, donc c'est le bois. Le bois A, encore une fois, c'est le bois brut, c'est le bois non traité. Il n'y a pas de peinture, pas d'huile dessus. Et le bois B, ce sont effectivement les fameux panneaux de particules. Donc c'est tout ce qui est considéré comme un bois de bureau avec de l'huile, de la peinture ou autre. Ou plan de travail. Et donc, en l'occurrence, effectivement, le bois A brut est transformé à 41% en bois B et à 36% en valorisation énergétique. Autrement dit, il est brûlé pour créer une valorisation calorifique, soit pour créer après un peu de charbon ou bien être incinéré directement pour créer de l'énergie. Et dans ces cas-là, voilà, c'est redistribué aux particuliers. Ça, c'est intéressant dans les déchets, on n'y pense pas forcément. Il y a quand même une possibilité de valorisation énergétique, même si on privilégie toujours la valorisation matière. Alors, le plâtre, le plâtre, il y a des filières de recyclage, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu. Aujourd'hui, on capte que seulement 16% des gisements. Donc, ce n'est pas énorme, il y a 84% qui part en élimination. Donc, le plâtre, en plus, on en refait du gypse qui sert à lui-même refaire du plâtre. Donc, un processus très intéressant qui rentre dans cette idée d'économie circulaire. Au niveau du verre plat, alors le verre plat, il est à distinguer du verre classique, c'est tout ce qui va être fenêtre, qui est utilisé dans les miroirs, etc. Pareil, il y a des solutions, il est très peu capté, on est à 3% des tonnages totaux, donc ça reste assez peu. Et donc voilà, c'est ce que je soulignais, on est sur on a du mal à capter ces gisements et à les faire collecter sur les sites. Généralement, on met tout dans la même benne qui part en DIB, et c'est bien dommage. Au niveau du plastique, on est sur 26% de valorisation avec seulement 17% qui est recyclé. Bon, ça, c'est un sujet général qui dépasse la question des déchets de chantier, mais les plastiques, on a pareil des filières de recyclage et qui restent peu exploitées et donc qui constituent un véritable défi. Et une fois de plus, des performances assez basses sur la moquette et la laine minérale. On est sur respectivement 2% et 1% de valorisation. Donc ça, voilà, on a cité quelques exemples. Les autres flux apparaissent même pas, donc ça veut dire qu'on est sur des quantités de recyclage encore moindres.
C'est bien dommage parce qu'il y a des filières de traitement existantes sur l'ensemble de ces typologies de flux en capacité et souvent elles sont sous-exploitées. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de bien trier sur site et de faire en sorte que le gisement atteigne la filière de traitement et soit remis dans la boucle. Pour vous donner des petits exemples également, la moquette, on en refait de la moquette ou alors des matelas également. Donc intéressant. Voilà, plein de solutions de traitement et de revalorisation. Justement, j'ai une petite question là-dessus. Est-ce qu'il existe des plateformes qui recensent un petit peu ces différentes solutions de valorisation qui seraient du coup plus facilement identifiables par les entreprises pour pouvoir valoriser les déchets? Alors, il y a une très très bonne plateforme qui a été créée par la Fédération française du bâtiment, FFB, qui travaille vraiment d'ailleurs sur toutes ces questions de collecte et de traitement des déchets du bâtiment. Et donc, eux, ils proposent de recenser tous les points de collecte à proximité des chantiers. Et voilà, et après, si vous souhaitez gagner du temps et trouver la meilleure filière possible, vous pouvez également vous rapprocher de nous. Et nous, on ira solliciter, interroger les acteurs et avec, bien sûr, cette logique géographique. C'est comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas pour moi, il n'y a pas d'enjeu à aller trouver des filières de recyclage éloignées du site, quoi. De toute façon, aujourd'hui, c'est déconseillé, voire interdit de transporter les différents déchets d'un département à l'autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est toujours sélectionner un prestataire le plus proche de chacun de vos sites. Alors, rassurez-vous, hein, c'est ce qui se passe sur la majorité de vos chantiers, parce que même si aujourd'hui, vous ne mettez pas un œil sur le coût, la valorisation ou les modes de traitement de vos déchets de chantier, vos chefs de chantier ou autres font toujours attention que les coûts de collecte ne coûtent vraiment soient pas trop élevés, pardon, et que les coûts de traitement soient maîtrisés. Maintenant, encore une fois, hein, l'idée, c'est d'aller plus loin dans la démarche pour optimiser votre budget et trier au mieux à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que les circuits courts, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important aujourd'hui. Et après, voilà, en ce qui concerne plus précisément le devenir de chaque matériau, ben, ça va dépendre également des filières. C'est toute la question du R&D. Il y a plusieurs solutions possibles. Et sinon, ouais, c'est de la Fédération française du bâtiment qui est très bien fait et assez riche. Alors, donc, en ce qui concerne les déchets dangereux, on va faire rapidement. Donc, 3% des gisements totaux des déchets du bâtiment. Donc, on ne va pas trop revenir dessus. On l'a bien dit, il y a beaucoup d'obligations légales. Donc, voilà, nous, on vous incite à faire vraiment attention dès que vous avez cette typologie de flux. Nous, on sait les traiter. Voilà, on travaille avec pas mal de garages, notamment, qui ont cette typologie de déchets. Oui. On connaît les prestataires en place et on est assez compétent sur ce sujet-là. Et donc, pareil, vraiment, l'important, encore plus que les autres déchets, il y a beaucoup de contrôles, c'est très réglementé. À partir du moment où on a un camion qui transporte du déchet dangereux régulièrement, il est arrêté. Et contrôlé. Ouais. Et on vérifie vraiment les bons moyens de collecte et de contenants associés au flux. Je rebondis sur ce que dit Suzanne. Aujourd'hui, 100% de nos prestataires de déchets dangereux en France se sont fait contrôler, là depuis le 1er janvier. On a à peu près, nous, chez Servipack, une vingtaine de prestataires de déchets dangereux. Donc, dans les 20 prestataires, je mets d'un côté les collecteurs qui ont des agréments ADR et de l'autre les industriels du traitement du déchet, que ce soit pour l'incinération à des fins de valorisation énergétique ou bien des centres de tri à des fins de recyclage. Ils se sont tous fait contrôler. C'est un métier qui est extrêmement légiféré. On a eu malheureusement trop de cas d'incidents sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement vérifié par le gouvernement, soit par les DREAL, soit par les préfectures, soit par les différentes gendarmeries. Et donc le circuit est le suivant. Vous produisez du déchet dangereux. Vous devez avoir l'obligation d'avoir un stockage provisoire in situ avec des bacs de rétention et ou des armoires dédiées. Ensuite, vous allez avoir un collecteur ayant son transport ADR qui va venir récupérer votre déchet. Ils vont être transportés vers des centres de traitement qui vont, eux, mettre en place un système de séparation des différents types de déchets, puisqu'un transporteur ADR peut transporter différents déchets dangereux ensemble dans son camion. Et ensuite, vous avez une action de séparation. Et ensuite, soit votre déchet part dans une filière d'incinération, soit il part dans une filière de recyclage de la matière. Par exemple, les huiles partiront dans une filière de recyclage de la matière. Et enfin,
L'objectif, c'est de pouvoir, à travers cette action de recyclage de cette matière, réapprovisionner les filières en matières premières recyclées pour recréer des produits finis et repartir dans le circuit. Donc, il y aura toujours un système vertueux à partir du moment où c'est recyclé, et sinon, ce sera à des fins de création de gaz ou d'électricité. Tout à fait. Alors, on va vous présenter les enjeux à venir. J'avais une petite question à vous poser. Tout à l'heure, Muriel, elle a souligné que d'après la loi Transition énergétique pour une économie circulaire, l'objectif de 2020 sur les déchets de chantier, c'était d'atteindre 70% de taux de recyclage. Est-ce que vous pensez que cet objectif est atteint? Parce qu'on est en 2021. Vous pensez qu'on est sur du combien de pourcentage de recyclage pour les déchets de chantier aujourd'hui? Personne? Pas d'idée? Alors, je vais vous spoiler un petit peu la réponse. Aujourd'hui, on est à 67% de taux de valorisation. Donc, voilà, c'est un chiffre qui est très, très mis en avant par les différents industriels du recyclage. Ce qu'il faut quand même, ce chiffre, il est quand même un petit peu à remettre dans son contexte. Je vous ai parlé tout à l'heure du très bon résultat des déchets inertes. Donc, pour rappel, les déchets inertes, ils représentent 71% du volume total. Et ça, on les recycle à plus de 70%. Donc, forcément, ça fait peser dans les résultats finaux. On n'oublie pas qu'on a des très faibles pourcentages sur les déchets non dangereux, non recyclables, donc, pour rappel, carton, plastique, etc. Et donc, il y a vraiment un accent qui est mis sur le recyclage de cette typologie de déchets. Donc, plusieurs dangers à venir, l'application de la loi AGEC. Donc, la lutte contre les dépôts sauvages, c'est un vrai sujet. Nous, on l'a beaucoup avec nos clients qui se retrouvent avec des bennes contaminées et polluées par voilà, des dépôts sauvages de camions, de choses comme ça. Donc, il y a pas mal de mesures qu'on met en place. Problème d'accessibilité à la zone. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire un retour si vous, c'est des problématiques que vous rencontrez. On peut mettre aussi des caméras. Il y a eu des exemples d'entreprises condamnées pour le dépôt sauvage. Développer les filières de recyclage encore plus que les filières existantes et surtout faire en sorte qu'elles reçoivent les bons volumes de déchets qu'elles sont aptes à valoriser. Développer les lieux de stockage un petit peu intermédiaires et les lieux d'accueil, les points d'accueil si demain la filière REP, et elle va l'être, est vraiment accélérée. Il faut, comme le soulignait François, des équipements en conséquence, donc que ce soit des déchetteries ou auprès des fabricants et distributeurs tels que les Leroy Merlin, les Castorama, etc. Et bien sûr, voilà, traiter également contre les sites et les traitements illégaux, des problématiques qu'on retrouve encore et qui sont présents dans le monde du déchet. Il y a un petit peu les enjeux qui vous attendent et qui nous attendent au travers de la question des déchets de chantier. Donc voilà, nous on a terminé notre présentation. C'était une présentation qui était assez... on vous a beaucoup donné d'informations. On vous la fera communiquer si vous souhaitez revenir sur certains textes ou certains chiffres. Voilà, l'idée c'est que vous sachiez un petit peu de quoi on parlait pour nous dans 2 semaines, aller vraiment plus dans voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un chantier, typiquement quand je dois réaménager ma surface de vente, quelle typologie peut-être d'équipement mettre en place. Un témoignage d'un de nos clients et voilà, aller un petit peu plus sur l'application maintenant que vous avez bien en tête tout le cadre réglementaire et les enjeux sur les déchets de chantier. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, c'est clair. Très bien. OK. Ouais, Benjamin. Poser une question. Du coup, comment est-ce que les magasins, les enseignes, les magasins peuvent faire pour avoir plus de 70% de leurs déchets de chantier qui sont valorisés? Est-ce que du coup, leurs prestataires, c'est des choses qui peuvent, leurs prestataires de chantier, leurs maîtres d'œuvre, c'est des choses qu'ils peuvent faire, ou est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre en plus pour justement augmenter ce taux de déchets recyclés et valorisés? Alors, déjà, premièrement, ce qui est important pour les enseignes, c'est de pouvoir appliquer dans leur cahier des charges
un parfait suivi de leurs déchets de chantier lors de rénovation ou de création de nouvelles cellules. Autrement dit, d'avoir dans leur cahier des charges l'obligation qui va gérer leurs travaux, ou bien le chef de chantier, différents prestataires, notamment en contrôlant les agréments ADR, en contrôlant la gestion des bordereaux de suivi de déchets et évidemment les exutoires. Ça, pour moi, c'est primordial. Ensuite, je pense que dans leur cahier des charges, ils peuvent mettre en place de plus en plus l'obligation de trier au maximum leurs déchets de chantier, ce qui permettra d'augmenter ce fameux taux de tri et donc de diminuer le DIB, ce qui coûte aujourd'hui assez cher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, en 3, ils peuvent imposer un cabinet d'accompagnement, de conseil aux. Alors, je ne vais pas parler de Servipack parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de faire une mode note pub, mais c'est vrai que nous, c'est ce qui arrive en fait finalement chez nos clients. Aujourd'hui, par exemple, Buffalo Grill ou bien le groupe Beaumanoir ou d'autres enseignes font appel en fait dans leur cahier des charges à notre cabinet pour qu'on puisse justement les accompagner sur le bon dispositif, le bon choix du prestataire, le contrôle des agréments, des bordereaux de suivi de déchets, etc. Bref, tout ce que ne va pas forcément faire ou ne souhaite pas faire leur contractant ou leur entreprise de BTP. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre en place dans le cadre où vous avez beaucoup de chantiers dans l'année, dans le cadre où vous avez une forte visibilité de votre entreprise et pour éviter aussi bien un contrôle inopiné avec possibilité de se retrouver avec une amende ou bien du bad buzz aussi. On en parle de plus en plus, mais la gestion de la communication, du buzz et du bad buzz est de plus en plus importante. On a eu le cas sur un Buffalo Grill qui n'était pas géré par nos soins, qui n'était pas géré par notre entreprise, où l'un des prestataires a balancé les déchets dans la campagne et quelqu'un en fait sur les réseaux sociaux s'est retrouvé sur la route et a mis une photo notamment sur Facebook en expliquant que Buffalo Grill jetait leurs déchets de chantier dans la campagne, dans la nature, ce qui a créé un bad buzz assez conséquent. Et résultat, et d'ailleurs le maire ensuite de cette ville a envoyé les gendarmes, pris des photos, fait une constatation et a envoyé une très grosse amende à Buffalo Grill. Donc c'est toujours assez contraignant, c'est toujours assez embêtant de se retrouver dans une situation où vous avez aussi bien d'un côté le législateur qui vous tombe dessus et de l'autre vous avez le public qui fait une mauvaise publicité sur votre enseigne. Donc il faut faire attention, il faut mettre dans ces cahiers des charges, il faut vraiment créer un cahier des charges dédié à cela. Oui, moi je rajouterais donc voilà l'importance de la sensibilisation des équipes et du suivi sur site et que ce soit aussi porté par l'entreprise dans le sens où trier ça prend un petit peu plus de temps que tout mettre dans une mail, donc voilà, sensibiliser l'équipe et leur accorder le temps peut-être nécessaire pour réaliser le geste de tri qui entre nous n'est pas non plus très très long, mais qui rajoute un peu une surcharge de travail à prendre en compte. C'est surtout qu'il n'y a pas forcément la possibilité de mettre différentes bennes sur site pour faire le tri, tout ça. Souvent, c'est quand même assez réglementé. C'est une benne, pas plus de 24 heures ou ce genre de choses. Donc, on est obligé de faire vite et de tout mettre. Et après, on compte sur les décharges pour quand même tout retrier derrière et valoriser les déchets. Exactement. Vous avez toujours effectivement une contrainte de place, d'accessibilité au sein de vos magasins, que ce soit un magasin en centre-ville, en agglomération ou en centre commercial. Effectivement, vous avez aussi cette fameuse contrainte d'accès et de place à prendre en compte. Ouais. Et de temps aussi, parfois, on en a bien conscience. Et voilà, l'idée, c'est de proposer les meilleurs dispositifs. Parfois, on peut mettre qu'une benne, parfois, on peut mettre des déco-DI, donc qui permet vraiment de séparer les flux. Ou des bennes compartimentées. Voilà. Et parfois, et comme vous le soulignez, on va faire retrier en centre de tri par la suite. Mais en limitant le nombre de flux au possible dans la même benne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Dans ce cas, on va vous envoyer la presse par l'intermédiaire de Benjamin. Et puis, on étoffera cette présentation avec le jour où il y aura une plus de précision, notamment sur la REP qui sera finalisée par le gouvernement dans les prochaines semaines, prochains mois. Benjamin, c'est clair, c'est bon pour toi? Oui,
C'est bon pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre travail et la présentation qui visiblement était très claire pour tout le monde, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions supplémentaires. Je vais mettre du coup en ligne, dès que je recevrai votre présentation, je la mettrai en ligne sur le site du collectif. Du coup, vous pourrez aller la voir ou la revoir, la transmettre aussi. Du coup, n'hésitez pas à la transmettre à vos équipes qui seraient intéressées par le sujet, voilà, pour que l'information se diffuse aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup le 22 juin pour la deuxième session sur la gestion des déchets de chantier avec des exemples un peu plus concrets. Ouais, qui sera moins théorique, mais plutôt dans la pratique. Moins soporifique peut-être. Merci à tous. Merci pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.